Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire fantastique. L'attente a été longue, mais nous pouvons vous l'assurer, cela en valait la peine. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le nord de l'Écosse. Plus précisément dans un phare isolé. Cette histoire, inspirée de faits réels, va vous plonger dans la solitude des gardiens de phare et leur peur. Fermez les yeux, tendez l'oreille, et laissez-vous emporter par ce récit venu des profondeurs de l'océan. Studio Sekiko présente. Vous écoutez un nouvel épisode Histoire fantastique. Afin de profiter de l'ambiance du récit, nous vous suggérons de l'écouter à l'aide de votre casque. Et surtout, n'ayez pas peur. Vous écoutez Au-delà de l'enfer, épisode 1. Une histoire inspirée de faits réels et écrite par Cyril Baïs. « 15 décembre 1900. À l'extrême nord de l'Écosse, le capitaine Holman navigue prudemment près du rocher inhospitalier d'Ailean Mor. Les reliefs des côtes se fondent dans le ciel et la mer d'encre. Pourtant, cet endroit ne devrait pas être plongé dans une telle obscurité. Le phare d'Ailean Mor est éteint. Un fait inquiétant pour tous les navigateurs. Tiens, le phare n'est pas en fonction. Ah, il va falloir que je prévienne le port. À son arrivée à Light, quelques heures plus tard, Holman signale l'incident au bureau des phares du Nord. Quelques jours passent et les guetteurs ne voient toujours pas pointer le faisceau d'Ailean Mor. Du reste, le navire de ravitaillement, censé y accoster le 20 décembre, est retardé par le mauvais temps. Les trois gardiens, James Ducat, Thomas Marshall et Donald MacArthur, s'obstinent à rester dans le noir complet, laissant planer un mystère inquiétant sur le phare d'Ailean Mor. À la faveur d'une météo plus clémente, le navire Hesperus fait finalement escale sur l'île au lendemain de Noël, le 26 décembre à midi. À son bord, le quatrième gardien, Joseph Moore, inspecte avec anxiété la silhouette spectrale du rocher d'Ailean Mor, surgi de la brume comme un bateau fantôme. Moore constate que quelque chose ne tourne pas rond. Personne à l'horizon, ni aux alentours du phare. Malgré les coups de corne de brume et la fusée de détresse tirée depuis le pont de l'Hesperus, aucun des gardiens n'est présent pour l'accueillir. Aucun signe de vie sur le phare. Il s'est passé quelque chose. Moore remonte le chemin depuis le ponton abîmé. Un mauvais pressentiment l'envahit. Arrivé au pied du phare, il constate que la porte est entr'ouverte et grince en raison du vent. Ah, j'aime pas ça. Oh non, qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Bon, quand faut y aller... La porte est défoncée. Y a quelqu'un? Thomas? Donald? James? Allez, répondez-moi, les gars.
En montant les escaliers, Moore découvre la pièce à vivre et constate que les pendules sont arrêtées. Sur la table à manger, les couverts sont posés et le repas est à demi entamé. Cornichons, pommes de terre et viande de mouton. De l'autre côté de la table et sur le sol, une chaise est renversée. Il semble qu'il y ait eu un départ précipité, ou peut-être même une bagarre. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Au fond de la pièce se trouve un poêle dont les cendres froides indiquent que cela fait quelques jours qu'il n'a pas servi. Nous sommes en décembre, avec le froid environnant. Il devrait être allumé. Ça doit faire plusieurs jours qu'il doit être éteint. Au fur et à mesure qu'il découvre la scène, son regard se pose sur le porte-manteau. Un ciré de marin est toujours présent. Tiens, c'est celui de Thomas. Moore est inquiet. Cela veut dire que l'un des gardiens est sorti sans se couvrir. Pourtant, les directives du bureau des phares du Nord sont claires. Au moins un gardien doit rester à l'intérieur du phare, en toutes circonstances. Bon, je vais voir à l'étage. Dans la chambre commune, les lits sont défaits, mais il n'y a pas de trace de lutte. La pipe de Douglas est posée sur son meuble de chevet. Les livres sont rangés et rien ne semble avoir bougé. On pourrait même dire que le temps s'est arrêté. Ils ont littéralement disparu. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Joseph. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit encore? Les gars? C'est vous? Moore, Hein? reste avec nous. Moore court à toute vitesse vers le navire, dévalant la plage rocailleuse. Le souffle court, il jette des regards terrifiés par-dessus son épaule. Arrivé au navire, il prévient le capitaine Harvey de la situation du phare et de la disparition des gardiens. Le capitaine ordonne à ses hommes de fouiller l'île, mais sans succès. Convaincu de la gravité de la situation, le capitaine de l'Hespérus envoie immédiatement un télégramme aux autorités maritimes. Navire Hespérus arrivé au phare d'Aileanmore, les 3 gardiens ont disparu de la surface de l'île. Des signes indiquent que l'incident a dû se produire il y a environ une semaine. Ah, les pauvres gars. Ils ont dû être projetés dans le vide ou se noyer en essayant de sécuriser une grue ou quelque chose comme ça. Envoyez enquêteurs sur place et au plus vite. Le 27 décembre, l'enquêteur principal, Robert Muirhead, prend le relais. Il connaît bien les 3 disparus, les ayant lui-même recrutés quelques années auparavant pour le phare. Muirhead commence son enquête sur leur mystérieuse disparition. Il rencontre Joseph Moore. Salut Moore. Salut Robert. Je vais devoir enquêter sur la disparition de Thomas, Donald et James. Je sais que tu es allé au phare et j'aimerais que tu m'accompagnes là-bas. Bah, il y a quelque chose de malsain dans ce phare. Et j'aime pas trop cette histoire, ça me fait vraiment peur. Peur, mais peur de quoi? Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. Il y a comme une présence sur place. Une présence? Ah, crois-moi, je ne vais pas y retourner, pour rien au monde. Ce phare est hanté. J'ai eu la peur de ma vie, je te dis.
Pas de traces de sang, de lutte? Il n'y avait rien, comme s'ils étaient repartis précipitamment. C'est à n'y rien comprendre. Et sur l'île, pas de traces non plus. C'est étrange. Le capitaine Harvey a ordonné des fouilles sur toute l'île, mais on n'a rien trouvé. Oui, le capitaine m'en a parlé. Bon, eh bien, merci Moore. Je vais aller voir ce que je peux trouver dans ce phare. Mured est amené sur l'îlot, avec le nécessaire pour mener son enquête sur place. Une fois le ponton franchi, il pose le pied sur Aylean Mor. Aylean Mor, me voici. Le temps est couvert. Il espère que la météo ne changera pas d'ici là. Il parcourt le chemin vers le phare. Le vent glacial lui gifle le visage. Il ouvre la porte et la referme derrière lui avec une certaine appréhension. Bon, me voilà dans le phare. Ah, l'ambiance est lugubre. Je ne vais pas perdre de temps et commencer mon enquête. Impressionnant. La porte a été vraiment endommagée. Waouh. C'est comme si on avait donné des coups extrêmement forts sur la plaque de métal. Les vagues ne font pas ça d'habitude. Bon, je vais aller voir ce qui se passe dans la pièce à vivre. Tout comme Moore auparavant, il constate les pendules arrêtées, le repas encore sur la table, la chaise au sol, comme si quelque chose avait été interrompu. Le ciré suspendu au porte-manteau n'a pas changé de place. Le silence de la pièce est perturbé par le sifflement du vent. Au dehors, il voit l'océan et les récifs se dévoiler au milieu de l'écume des vagues. Pas de traces de sang, pas de traces de lutte. Je n'en apprendrai rien de plus ici. Je vais aller voir le poste de commande. Bon, le bureau est là. Les 3 chaises sont rangées à leur place. Le poêle est éteint au milieu de la pièce. On dirait qu'il n'a pas été utilisé depuis quelques jours. Et sur le bureau, l'encrier et le journal de bord. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre sur ce qui s'est passé? 12 décembre, Thomas Marshall écrit « Nous sommes pris dans une forte tempête. Les vents sont d'une violence rare. » Il indique aussi que James Ducat était très silencieux. Il ajoute encore « De mémoire d'homme, nous n'avons jamais vécu une tempête pareille. » Voici l'entrée du 13 décembre. La tempête faisait toujours rage et nous avons prié. Bizarre quand même. Ce que je ne comprends pas, c'est que aucune tempête n'a été signalée les 12, 13 et 14 décembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dernier relevé est en date du 15 décembre. Et il est noté « La tempête est terminée, la mer est calme. Dieu est au-dessus de tout. » Même les relevés sont énigmatiques. Tous les 3 sont chevronnés et ils disparaissent. Mais il a dû se passer quelque chose d'étrange ici. À ce moment, Mured lève la tête et aperçoit une ombre dans le cadre de la porte. Jonas, c'est toi?
disparu. Rien dans les escaliers. Il regarde en hauteur, mais seule la pénombre rend difficile sa vision, et seul le vent marque sa présence dans le bâtiment. J'étais sûr que c'était Thomas. Décidément, ce phare me joue des tours. Je vais aller vérifier la salle de veille. Dans la salle de veille, la vue donne sur le large, une couchette prend place près du mur et une table de travail permettant d'effectuer des travaux pour la lanterne du phare se trouve à l'extrémité de la pièce. Le phare n'est bien sûr plus en fonction. Il faudra que l'équipe prenne le relais demain. Muirhead s'assied sur la couchette. Celle-ci est défaite. Il soulève le coussin et découvre la photo d'une femme, en noir et blanc. Mary, la femme de Thomas. Il devait être de quart ce soir-là. Il la remet en place et regarde par la grande fenêtre, l'océan, à perte de vue. Perdu dans ses pensées, il songe à cette note dans le cahier, indiquant qu'il y a eu une grosse tempête. Toute la région était dépourvue de nuages, et selon les observations rapportées par les navires et les postes le long de la côte, aucune tempête n'était annoncée ici. Waouh! Franchement, je n'aimerais pas vivre l'expérience de gardien dans un tel endroit. Vous découvrirez la suite de notre histoire, Au-delà de l'enfer, épisode 2. Sachez également que vous pouvez retrouver toutes nos histoires complètes sur patreon.com/histoirefantastique ou aller simplement sur studiosekiko.ch. Et nous sommes également sur toutes les plateformes de streaming populaires. Restez fidèles et à bientôt pour de nouvelles histoires fantastiques.